Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 sur le chapitre Comment lutter contre le chômage. Cette vidéo va permettre, je le pense, d'éclaircir encore, s'il en est besoin, certains éléments de la vidéo numéro 2 qui est relativement exigeante en termes de contenu scientifique. Grand 3. Comprendre les effets positifs et négatifs des institutions sur le chômage structurel. Je vous renvoie à la vidéo numéro 2 sur le chômage structurel qui correspond à un chômage de longue période qui n'est pas directement dépendant des fluctuations de l'activité. Alors, le programme invite à traiter le salaire minimum et les règles de protection de l'emploi. Pour commencer, qu'est-ce qu'une institution ? La définition de référence des institutions que l'on trouve dans quasiment tous les manuels est celle de Douglas Cecil North dans son article de 1994 Economic Performance Through Time. Les institutions sont les contraintes établies par les hommes qui structurent les interactions humaines. Elles se composent de contraintes formelles comme des règles, des lois, des constitutions, ou informelles comme des normes de comportement ou des règles de conduite auto-imposées, et évidemment les caractéristiques de leur application. En d'autres termes, les institutions d'une société sont les règles du jeu qui structurent les échanges, y compris les échanges économiques. En rendant les comportements prévisibles, les institutions réduisent la liberté des acteurs, certes, mais diminuent également l'incertitude et favorisent la coordination. Prenons quelques exemples. Du côté d'Aix-en-Provence, on trouve une magnifique montagne, c'est la Sainte-Victoire. Eh bien, la Sainte-Victoire n'est pas une institution, c'est un fait de la nature. Bien. Du côté de Marseille, toujours, le pastis à l'apéro est une institution. La quantité d'eau à ajouter, le moment, constituent des règles informelles. Le jeu de billes est également une institution. Si vous allez dans un magasin acheter un sac de billes pour votre enfant, les règles du jeu ne sont inscrites nulle part. Et pourtant, votre enfant qui vous a envoyé acheter le sac de billes sait exactement combien vaut telle bille par rapport à telle autre. Si vous allez faire quelques courses dans la supérette du coin et que le seul caissier présent est en train de déposer des produits dans un rayon, eh bien, il n'est pas du tout inquiet car il sait que vous, comme la très grande majorité des clients, allez vous arrêter à la caisse pour payer. Une loi vous y oblige et si un client ne le fait pas, il sera sanctionné par un tribunal correctionnel. Cela rend votre comportement prévisible pour le caissier. Grand A, dans quelle mesure un salaire minimum engendre-t-il du chômage structurel ? Pour commencer, le salaire correspond à un revenu, souvent mensuel, ce qui le distingue du taux de salaire, qui est un prix. Le prix de quoi ? D'une heure de travail. Nous l'avons étudié dans la vidéo numéro 2. Le salaire se calcule donc en multipliant le taux de salaire par le nombre d'heures travaillées. En France, le salaire minimum, ou SMIC, mis en place en 1970, est interprofessionnel et indexé sur les niveaux de croissance et d'inflation. L'objectif est d'assurer une rémunération minimum légale à l'ensemble des salariés. Le taux horaire du SMIC au 1er janvier 2024 est de 11,65 € brut. Le SMIC mensuel pour un salarié à temps complet travaillant 35 heures hebdomadaires est donc de 1 766,95 € brut. On fait 11,65 multiplié par 151 heures,67, ce qui donne 1 766,95 €. Pour être clair, en France, le salaire minimum est donc un taux de salaire ou salaire horaire qu'il faudra multiplier par le nombre d'heures travaillées. Ainsi, si vous travaillez 30 heures hebdomadaires dans un magasin, vous percevrez moins de 1 766,95 € brut, mais cela ne signifie en aucune manière que vous avez été payé moins que le SMIC. Dans le modèle standard du marché du travail, le salaire minimum constitue une rigidité sur le marché du travail. Le concept de rigidité désigne en théorie économique la difficulté ou l'impossibilité pour les prix de s'ajuster pour équilibrer la quantité offerte et la quantité demandée. Dans le modèle vu dans la vidéo numéro 2, lorsque la demande de travail émanant des entreprises faiblit à nombre de travailleurs constants, un nouvel équilibre du marché peut être trouvé si les salaires diminuent. Eh bien, l'existence d'un salaire minimum empêche ce processus. Il est responsable d'un chômage involontaire. Sur le graphique, on observe que la présence du SMIC au-dessus du salaire qui équilibre le marché
a pour effet une quantité offerte de travail supérieure à la quantité demandée de travail. C'est une situation d'excédent rendue permanente par la loi. Cet excédent fait apparaître du chômage que l'on pourrait d'ailleurs mesurer graphiquement. Ce raisonnement s'applique en priorité aux salariés peu qualifiés pour lesquels le salaire minimum se trouve au-dessus de leur productivité. Nous allons en parler maintenant. De fait, une autre manière d'argumenter dans le cadre du modèle standard du marché du travail est de dire que les entreprises demandent du travail jusqu'à égaliser le taux de salaire, le coût du travail pour l'entreprise et la productivité marginale, productivité de la dernière heure travaillée ou du dernier travailleur. En présence d'un salaire minimum, le coût du travail est plus élevé que la productivité marginale du travail. Pour les emplois les plus faiblement qualifiés, c'est-à-dire les moins productifs, empêcher l'ajustement à la baisse des salaires crée un écart entre la rémunération versée et le coût du travail et conduit les entreprises à réduire ce type d'emploi. Par ailleurs, concernant les salariés non qualifiés, elles sont en concurrence avec des pays où le salaire est bas. Les entreprises ont en effet parfois la possibilité de délocaliser une partie de la main-d'œuvre dans ces pays où la main-d'œuvre est bon marché et bien en dessous du SMIC français notamment. Grand B, quelle relation entre la protection de l'emploi et le chômage? La protection de l'emploi concerne les règles qui organisent et encadrent les relations entre travailleurs, salariés et employeurs. On parle de relations salariales. L'emploi est protégé lorsque ces règles sont en faveur du salarié. L'OCDE mesure la protection de l'emploi en évaluant les procédures et les coûts qu'implique le licenciement de travailleurs à titre individuel ou de groupes de travailleurs, et les procédures et les coûts induits par l'embauche de travailleurs sous contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire. En France, les employeurs doivent donner un préavis avant de licencier un salarié, prévoir des plans sociaux, c'est-à-dire des plans de reclassement des salariés en cas de licenciement collectif, et verser des indemnités de licenciement. De leur côté, les salariés peuvent contester un licenciement abusif auprès des prud'hommes, ce qui conduit à un coût pour l'entreprise. Par ailleurs, les embauches en CDD ou intérim obligent les entreprises à verser des primes de précarité, ce qui renchérit le coût du travail. Les règles sur les licenciements et les embauches de CDD et intérim sont source de rigidité sur le marché du travail, empêchant l'ajustement entre l'offre et la demande de travail. Les entreprises sont réticentes à embaucher des salariés au vu des procédures et des coûts impliqués par les licenciements, ce qui entraîne un chômage structurel. Par ailleurs, ces rigidités ne permettent pas aux entreprises innovantes de s'adapter rapidement et nuisent donc au processus de destruction créatrice généré par le progrès technique. Alors, le processus de destruction créatrice a été étudié dans le chapitre sur la croissance économique. Pour rappel, l'idée est que l'innovation est à l'origine d'un processus de destruction créatrice parce qu'elle crée de nouvelles activités, mais dans le même temps, elle déclasse et elle rend obsolètes d'anciennes activités, ce qui les fait disparaître. Et ce processus renouvelle sans cesse le tissu productif. Eh bien, la protection de l'emploi nuit à la réallocation rapide de la main-d'œuvre. De plus, les entreprises sont plus sélectives du fait des coûts générés, ce qui réduit les probabilités de se faire employer pour les personnes dont l'employabilité est la plus faible, comme les chômeurs de longue durée notamment. Cependant, protéger l'emploi peut aussi avoir des effets positifs. Les entreprises sont incitées à conserver leurs salariés. Les salariés vont se former, développer leur polyvalence afin d'adapter le travail aux exigences de la production. Et ceci peut donc permettre d'accroître la productivité des salariés et réduit donc les coûts pour les entreprises. La protection de l'emploi inclut aussi les indemnités chômage et les cotisations sociales versées pour protéger les salariés contre de nombreux risques sociaux comme la maladie, la vieillesse, les accidents du travail. Eh bien, les indemnités chômage augmentent le salaire de réserve. Alors, ce concept de salaire de réserve signifie simplement que chaque salarié est capable de déterminer un salaire en dessous duquel il n'acceptera pas de travailler.
Par exemple, mon employeur m'appelle pour faire 1 heure de cours supplémentaire le mercredi de midi à 13 heures. Ma réponse dépendra de mon salaire de réserve. Eh bien, la hausse du salaire de réserve va accroître le temps de prospection, ce qui a tendance à accroître le chômage structurel. Mais malgré tout, les allocations chômage peuvent également permettre une meilleure qualité des appariements. Les allocations permettent aux salariés de prendre le temps nécessaire pour trouver un emploi qui correspond véritablement à leur qualification, ce qui permet un accroissement de leur productivité. Enfin, les cotisations sociales renchérissent le coût du travail pour l'employeur. Mais les travailleurs sont couverts contre de nombreux risques sociaux, nous les avons énumérés, et en particulier le risque santé, ce qui accroît leur productivité au travail. Exercice. Qu'est-ce que l'appariement sur le marché du travail? L'appariement correspond à la compatibilité entre les demandes et les offres de travail selon le secteur professionnel, la qualification, le lieu. Donnez des exemples d'institutions sur le marché du travail. Les institutions sur le marché du travail sont par exemple le salaire minimum, les règles de protection de l'emploi, les règles d'indemnisation du chômage. Décrivez les effets négatifs et positifs du salaire minimum sur le chômage. Un effet négatif du salaire minimum est qu'il crée un déséquilibre entre les quantités offertes de travail et les demandes de travail. Il y a plus d'offreurs que de demandeurs, ce qui correspond à du chômage. Mais le salaire minimum soutient la demande, donc la production et l'emploi. Son effet sur le chômage est ainsi ambigu. Pourquoi les règles de protection de l'emploi créent-elles du chômage? Les règles de protection de l'emploi entraîneraient moins d'embauches du fait d'un coût anticipé en cas de licenciement et d'embauches plus sélectives, les entreprises ayant moins le droit à l'erreur en recrutant, là aussi, pour éviter le risque d'un futur licenciement coûteux.